Salut tout le monde. Je suis très contente de t'accueillir. J'ai de la grande compagnie aujourd'hui. Je t'avais promis hier que je te ferais un live spécial sur la longévité. Mais moi, je ne suis pas une experte en longévité. Alors, j'ai dû aller rencontrer le plus grand expert en longévité que je connaisse, mon grand-père. Voilà, bonjour. Quel âge as-tu, Roro? On l'appelle Roro. Oui, d'accord. J'ai eu 104 ans le 17 février dernier. Voilà. On avait fait une entrevue déjà ensemble. Tu avais 102 ans. Et puis là, tu as 104 ans. 2 ans plus tard, il est encore là. Oui, j'ai un peu vieilli, par exemple. de 2 ans. Moi, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'à chaque fois que je le prends dans mes bras, je me dis « Ah, il faut que j'en profite. Il sera pas toujours là. » Mais non, il est encore là. Voilà. Il s'en va jamais. Voilà. C'est ça. Bon, alors, Roro, je vais te laisser parler, mais avant tout, il y a des gens qui arrivent. Claude, Élie, Francine, qui d'autre? Attends. Il faut voir, là. Ah, Ghislaine, tiens. Gigi, Annie, Nadine, Stéphanie, Caroline, Hélène. Il y a quelques personnes qui sont présentes, qui étaient là, il y a 2 ans. Ils sont encore là, tu vois. Ah, voilà. Alors, est-ce que j'ai vieilli depuis ce temps-là? Ah, tiens, dans les commentaires, vous pouvez nous dire comment vieillit mon grand-père depuis la dernière fois. Alors, Roro, dis-nous, on va commencer tout de suite. Oui. C'est quoi pour toi, c'est quoi les petites choses que tu fais dans la journée, dans ta vie, que tu crois que ça t'a gardé en forme? Ben, d'abord, ce qui m'a gardé en forme, c'est de faire du sport, n'est-ce pas? Jusqu'à l'âge de 90 ans, j'ai fait du vélo, du cyclisme, ce qui m'a permis de rester en bonne santé et d'avoir un régime alimentaire convenable. Voilà. Ne pas exagérer en rien, ne pas fumer, ne pas trop boire d'alcool, et puis un régime pour les sportifs. Ça aide beaucoup. Parce que si tu avais un régime de sportif, c'est parce que tu étais quand même au niveau de cyclisme? Ou... Oui, d'accord. Étant plus jeune, jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans en France, j'étais aspirant professionnel dans ce domaine, dans ce sport-là. Voilà. Regarde-le. Alors, et puis, mais quand même, au Québec, tu as continué toujours à faire du vélo. Oui, j'ai toujours continué à faire du vélo et j'ai fait du vélo jusqu'à l'âge de 90 ans. Je crois que je l'ai déjà dit tantôt, non? Oui, c'est pas grave, ils vont l'écouter 2 fois. Et puis, pourquoi t'as arrêté? J'ai arrêté parce que j'avais le cœur qui battait trop fort, on appelle ça de l'arythmie, voilà. Alors, lorsque je faisais des efforts, le cœur battait trop fort et à ce moment-là, c'était dangereux pour moi. Voilà, c'est ça. Puis, moi, je comprends quelque chose parce que je t'avais dit, mais Roro, pourquoi t'arrêtes? Je veux dire, le docteur t'a dit d'arrêter, mais en même temps, toi, peut-être que tu peux continuer, mais tu m'avais dit, ouais, mais moi, si je tombe et que je me casse une hanche, après, c'est plus compliqué. Voilà. Là, j'ai compris que à 90 ans, bien sûr, on a des préoccupations autres. Mais bon, quand même, s'entraîner. Ouais. Même tu faisais du vélo à l'extérieur et tu avais aussi ton vélo sur des rouleaux. Oui, à l'intérieur, bien sûr, c'était un peu moins dangereux que sur la route, mais ça ne donnait pas grand-chose au point de vue entraînement physique, voilà, ça. Bon, et puis maintenant, bon là, qu'est-ce que tu... Mais maintenant, le seul entraînement que je fais, c'est le Scrabble, c'est beaucoup moins dangereux. Ah oui, le Scrabble, mon grand-père, je vais au club ça. de Scrabble 1 fois par semaine, où je rencontre... beaucoup de monde, les dames en particulier, puisque dans le Scrabble, il y a 90% de dames, alors c'est très agréable pour moi. Mon pauvre. Et j'essaie de pouvoir faire le maximum pour leur plaire, voilà. Le charme, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire, voilà. T'arrêtes jamais, mon grand-père.
L'autre fois, justement, je disais à une dame, oserais-je, madame, solliciter l'honneur de vous accompagner pour un bout de chemin. Elle a trouvé ça tellement charmant, elle m'a dit, oh, charmeur, va. Et j'ai trouvé ça très, très agréable, bien sûr. Ouais, c'est sûr que c'est plus charmant que je peux-tu y aller avec Oui, toi? c'est mieux que de dire, t'en viens-tu, n'est-ce pas? Voilà. Et bon, qu'est-ce que tu manges pour être en forme comme ça? Ah bien, c'est pas une forme extraordinaire. Je mange beaucoup de légumes et des fruits surtout. Et puis des protéines, bien entendu. Et puis, comment on pourrait dire, du germe de blé avec des kiwis. C'est très bon le matin. Ah, OK, on va y aller le matin. Qu'est-ce que tu manges le matin? Voilà. Le matin, d'abord, j'ai un grand verre de métamucil, c'est-à-dire... Des fibres. c'est-à-dire c'est ça, des fibres, et je prends mes médicaments qui ont été indiqués, prescrits par les médecins. Ensuite, je prends un kiwi avec du germe de blé. Après cela, je vais prendre un café avec du lait, bien entendu, et puis des tartines de pain grillé avec du beurre et ma compote que je fabrique moi-même de pommes d'orange. Voilà. On a fait une petite vidéo juste avant et tu nous présentais tes compotes, voilà, des confitures, ça, mais oui, sans oui. sucre. Alors, c'est pas tellement des confitures. C'est ça. Mais quand même, moi, je suis toujours épatée, là, wow, 104 ans, tu prends ta bagnole, tu vas à l'épicerie. Oui, j'ai la chance d'avoir passé le permis pour conduire. Ils m'ont, comment dire, je suis allé passer un examen pour voir si j'étais apte encore, à l'âge que j'ai, de conduire une voiture. Et ça s'est très bien déroulé parce que je suis tombé sur un examinateur qui était un Haïtien et j'ai pu lui parler d'Haïti, ce qui lui a fait beaucoup plaisir. Ça a fait que j'ai pas eu de problème pour l'obtenir. Ah ouais, t'as charmé. Et maintenant, je suis bon pour 2 ans pour conduire ma voiture encore pour 2 ans. Bon. Et là, je vous reverrai à ce moment-là. Oui, mais on fera une autre entrevue, bien sûr. Mais ça sera 106 ans par contre. Mais moi, je suis optimiste, vous voyez. Oui. L'optimiste, ça m'a toujours sauvé. Voilà, l'optimisme. La force de la pensée. Oui, bien Toi, sûr. Tu crois que entretenir une pensée positive, ça... Ah, c'est énorme, c'est énorme. Il faut toujours être positif dans la vie. Même si c'est pas vrai, ben on essaie de le faire quand même. Mais, et puis... Dans les affaires aussi, d'ailleurs. Ah oui, on va en parler de tout ça. Dis-moi, alors, tu prends ta voiture. Moi, je suis épatée parce que c'est de l'autonomie, quand même. En parlant de voiture, évidemment, j'ai une automobile qui date de 1987, donc c'est une voiture de collection. Et l'autre jour, en sortant de l'IGA, où j'étais allé faire... Qu'est-ce que c'est comme voiture pour... Une Mercedes, une très belle voiture étincelante. Et l'autre jour, en sortant du magasin IGA, il y a une dame qui est passée devant ma voiture où j'étais en train de mettre les provisions dans le coffre arrière. Et cette charmante dame me dit, monsieur, vous avez une très belle voiture. Alors je lui dis, mais madame, c'est une voiture qui commence à être âgée, elle est vieille. Elle me répond tout de suite, oui, mais elle a beaucoup de charme. Et moi, du tac au tac, je lui dis, mais pas autant que vous, chère madame. Alors elle m'a regardé, quand elle a vu ce vieux birbe, quand même, elle a dit, il exagère un peu, celui-là. Hein. Je suis sûre qu'elle l'a trouvé très mignon. Encore le charme, toujours pareil. OK. Alors, moi, là, il prend sa voiture. Il va à l'épicerie, il fait les courses, il achète ses choses, il les ramène à la maison, il cuisine. Il fait sa cuisine. Lui-même, il fait même son ménage. Personne l'aide à faire son ménage, il fait son ménage. Voilà, oui. Il n'y a pas grand-chose à faire. Entre la cuisine, le salon et la chambre, c'est tout. Alors, quand même. Mais malgré qu'il y ait 8 pièces dans la maison, je peux naviguer d'haut en bas dans le solarium, que j'appelle mon salon de lecture. C'est là où je lis beaucoup. Je passe mes journées à lire et à écrire, voilà. Mais surtout à écrire, parce que l'écriture vient de la lecture. Si vous ne lisez pas, vous ne saurez jamais écrire. Voilà. Mmh. Ouais.
C'est important aussi pour garder une bonne mémoire. Et alors, évidemment, ça travaille, la mémoire se travaille donc par ce fait-là, la lecture et l'écriture, et les souvenirs et les photos anciennes. Les photos anciennes qui me rappellent des souvenirs. Je peux écrire sur des souvenirs d'il y a 80 ans, où je suis allé avec mon épouse, rien que par les photos. Les photos me rappellent les endroits, et je peux disserter sur ces endroits-là. Voilà, mademoiselle. Alors, maintenant, à l'heure du midi, mais là, tu manges peut-être pas. À midi, je mange pas parce que je déjeune très tard le matin. D'abord, je dors 8 heures à 9 heures par nuit, en me levant 2 ou 3 fois peut-être dans la nuit, mais je me rendors très bien et je me lève vers 10 heures et 11 heures des fois, et le temps de déjeuner, tout ça, j'ai plus envie de manger à midi. Alors je mange le soir, ça mérite un repas et je suis bien content. Qu'est-ce que tu manges le soir? Ah, ben c'est ça le problème. Je mange beaucoup de légumes, et puis comment dire, des légumes cuits et crus, bien entendu, des salades surtout, et puis du poisson. Lorsque je trouve des bonnes soles au marché au poisson, j'en prends, mais c'est rare aussi. Ou du saumon, voilà, ou alors de la viande, c'est-à-dire des tranches de veau de lait, attention, hein, pas du veau qui a mangé de l'herbe, du veau de lait, c'est très important. Et je mange ça avec des purées que je fais, des purées, c'est-à-dire des pommes de terre avec du beurre, un peu de lait, et puis l'escalope de veau à la milanaise, des fois. Et puis c'est encore une spécialité. Mais tu te fais quand même pas mal de recettes de légumes, non? Oui, beaucoup de recettes de légumes, c'est-à-dire des haricots jaunes avec des poireaux, avec des endives. Je fais cuire tout ça ensemble, bouilli, et ça me sert de légumes bouillis à ce moment-là, ou bien crus en salade. Voilà. Mais toujours des légumes et des fruits. Ça, ne pas oublier des fruits. Une tranche d'ananas par jour, c'est délicieux. Une banane ou une demi-banane, bien sûr, c'est très important, mais pas trop, parce que les bananes, pour l'intestin, paraît-il que ça constipe. Alors, je n'exagère pas dans ce fruit-là. Voilà. Tu manges des pruneaux aussi, non? Ah, des pruneaux, c'est très important. Un pruneau tous les matins, un pruneau sec, là, tous les matins ou deux, voilà. Et puis, avec peut-être un petit morceau de chocolat. Ah, ça fait. Ça, c'est ma gourmandise. Moi, là, je me rappelle, quand j'étais petite, j'avais un peu peur du sous-sol. Mais dans le sous-sol, il y a la cave à vin. Ouais. Et puis, entre les bouteilles, tu cachais du chocolat. Voilà. Ben, si tu te demandais, il était où le chocolat? Ben, c'est parce que c'est moi. Je te l'avoue maintenant. C'est moi qui volais ton chocolat. Voilà. Je disais, c'est drôle, j'en mange pas tellement, pourtant, puis il y en a plus. C'était moi. Voilà, c'est très beau ce souvenir. Très agréable à entendre. Dis-moi maintenant, tu sais, je pense que ce qui fait souffrir le plus les gens, c'est le stress, c'est la dépression, la fatigue et tout. Bon, toi, Roro, on peut pas dire que tu as une vie de tout repos. Tu as connu la guerre, t'as été en prison. Ah, oui, mon grand-père faisait pour du le marché noir. Hein? Parce qu'à l'époque de l'occupation allemande, il fallait pas s'approprier les denrées qui étaient destinées à l'armée allemande. Et moi, un jour, j'étais allé justement m'approprier des denrées qui étaient destinées à l'armée allemande, et j'avais été arrêté par la milice française en plus. Et il m'avait amené au commissariat. Il m'avait confisqué donc la viande que j'avais été chercher, et ils m'ont mis en prison en attendant mon procès. Et le procès a eu lieu 2 mois après, pour me libérer par sursis. Voilà, j'étais condamné avec sursis pour 2 mois, mais je les avais fait quand même dans la prison. C'est un mauvais souvenir. Et c'est mon épouse, Lily, bien sûr, qui tous les jours me portait le panier pour manger, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à cette époque-là. Oui, ça, c'était l'époque du marché noir. Ça a été une époque terrible.
très difficile à vivre en France. Il fallait être jeune pour passer au-dessus de ça. Alors tu me parles de stress, et justement, c'est la jeunesse, la force physique, le courage qu'il fallait pour vivre à cette époque-là, c'est ça. Alors on n'y pensait pas au stress. Beaucoup de stress parce que Lily, quand elle était enceinte de mon père, vous étiez pas... je pense que j'ai un souvenir que tu me racontais que vous vous cachiez dans... parce qu'il y avait des bombes ou vous étiez... Ah oui, oui, ça lorsque j'étais dans le maquis, voilà, oui. J'étais dans la résistance, on va dire. Mais je ne suis pas resté longtemps parce que j'étais marié, je voulais retourner à Bordeaux avec mon épouse. Alors je suis resté quand même 2 mois dans le maquis où on faisait sauter les trains allemands, on plaçait les fils électriques sur les rails. Et quand le train arrivait, on appuyait sur un déclencheur qui était situé à 50 mètres ou 25 mètres à peu près. Et puis ça faisait sauter les rails et ça faisait sauter en même temps la machine à vapeur qui conduisait l'armée, bien sûr. Et là, après, nous en allions dans la forêt, dans la montagne, nous cacher après avoir fait cette histoire comment dire, de déraillement du train, voilà. Si on avait été pris, c'est évidemment le camp de concentration, d'extermination qui nous attendait. C'est la raison pour laquelle j'ai abandonné de rester dans le maquis et de retrouver mon épouse à Bordeaux. Voilà. Et me cacher un petit peu pour après qu'on me retrouve, parce que tout le monde me recherchait, parce que j'étais évadé du camp, qui n'était pas un camp de concentration, mais un camp de travail en Allemagne. Enfin, c'est toute notre histoire. Oui, on pourrait en parler tellement longtemps, il y a tellement de choses à raconter. Ouais. Mais, tu sais, je parle de moi que je suis épatée que comment vivre tout ça et puis pas craquer, tu vois. Parce qu'après, il y a aussi... il y a une entreprise, vous avez fait une entreprise à Bordeaux de chaussures. Exact. Et puis après, quand la guerre a été terminée, les entreprises ont repris la vente de chaussures, ça marchait plus. Et c'est là que vous êtes parti pour le Canada. Voilà, exactement. Nous avons décidé d'émigrer au Canada parce que les entreprises françaises avaient repris et nous étions de petits artisans, on n'avait pas les moyens de subsister à côté de ces gens-là. Alors, résultat des courses, si l'on peut dire, on a décidé d'émigrer au Canada parce qu'à ce moment-là, ils recherchaient, il y avait l'ambassade du Canada à Paris et nous sommes allés là, les rencontrer et c'est là qu'on a eu l'autorisation d'émigrer au Canada, voilà, c'est tout. Mais c'était d'arriver dans un... Alors l'arrivée, évidemment, l'arrivée en 1951, ça c'est encore un peu stressant, mais pas pour nous tellement, parce qu'on découvrait un très beau pays en avance. La France était détruite ou en partie, et très en retard par rapport au Canada. Le Canada, c'était un pays nouveau, un pays neuf, moderne, et nous étions dans un petit logement de 3 pièces, mais nous avions une salle de bain et des toilettes à l'intérieur, ce qui était absolument fabuleux, alors qu'à Bordeaux, nous avions 2 pièces, et puis les toilettes se trouvaient à l'extérieur. Voilà, comme ici, les bécasses, on dit, voilà, c'est ça. Wow! Eh oui, et puis c'était très arriéré. Mais bon, il a fallu recommencer de zéro et tout ça. On a commencé à zéro, Dis-moi, Roro, oui. Pour moi, là, tu me racontes ça, et puis déjà, je suis stressée juste à l'écouter. Je me dis, je sais pas comment ils ont fait. Quand finalement, on a des épuisements professionnels, qu'est-ce que tu penses qui fait que... premièrement, je pense que les gens de sa génération sont plus résistants que nous, déjà. Et puis... on a vécu des choses tellement difficiles, on était aguerris, voilà. Pour nous, c'était facile en fait. Parce qu'on quittait un pays où on avait vécu l'occupation allemande, c'était très très difficile à vivre. Et ici, c'était merveilleux,
c'était le plaisir, c'était la joie, quoi. C'est ça. Je pense que, dis-moi si je me trompe, mais je crois que le fait que tu étais un cycliste et que tu t'entraînais de manière régulière, ça t'a donné beaucoup de force pour affronter des grandes épreuves comme ça. Oui, bien sûr, le sport y a fait pour beaucoup. Mais ce qui a fait surtout, c'est ma compagne, c'est-à-dire ta grand-mère. C'est elle qui m'a aidé beaucoup lorsque nous sommes arrivés au Québec. Parce que moi, j'avais pas tellement un travail efficace. Et puis elle a travaillé pour une maison de broderie pour faire des vêtements, des broderies sur les vêtements sacerdotaux. Voilà, dis-nous, Roro, mon grand-père, là, est-ce que c'est toi qui a fait venir au Canada le premier bikini? Ah, mais ça, je l'ai déjà raconté. C'est pas grave, c'est une bonne histoire. Raconté à, comment ça s'appelle l'émission? Salut, bonjour. Ah oui, parce qu'il y a passé à Salut, bonjour aussi. Alors, évidemment, là, j'avais commencé l'importation des vêtements de dames, de lingerie surtout, puisque j'avais travaillé comme représentant et commis voyageur dans les vêtements féminins, c'est-à-dire les soutiens-gorge en particulier. Mais là, le bikini, c'est parce qu'au Québec, à cette époque, ça n'existait pas, les bikinis. Voilà. À l'époque, les dames se baignaient avec des vêtements d'une seule pièce qui partaient du cou et qui allaient presque jusqu'aux genoux. Alors une fois, Lily était en deux pièces. Elle n'était pas en bikini encore, mais elle était en deux pièces sur une plage du nord de Montréal. Au lac Bleu. Au lac Bleu, dans les Laurentides. Voilà. Et un monsieur est venu en lui disant, Madame, on ne peut pas rester sur la plage dans cette tenue. Je pense pas qu'il a dit comme ça. Il a dit, hey, on n'a pas le droit de s'habiller comme ça. C'est ça. Avec un autre accent. Vous ne pouvez pas rester, comme ça dans cette tenue-là. Voilà. Alors nous sommes partis, et là, comme il y avait des terrains à vendre au bord de ce petit lac, nous avons acheté un terrain. Et là, on a construit un tout petit chalet et elle a pu se mettre en bikini. Voilà. Entre-temps, je faisais venir déjà d'Europe et de France en particulier des bikinis et de bain, c'est-à-dire des vêtements pour la plage, mais très courts. Alors j'étais allé dans un magasin qui s'appelait à l'époque Dupuis Frères, et ça je crois que je l'ai déjà raconté à Salut Bonjour, mais qu'importe, je vous le redis encore, parce que c'est très drôle. Ça veut pas dire que ces gens-là, mon groupe alimente la vie en toi, ils regardent peut-être pas tous Salut Bonjour. Voilà. Oui, c'est ça. Alors le directeur d'achat, je lui ai présenté les bikinis, et il m'a dit, mais Roger, il m'appelait Roger, penses-tu que ça va se vendre, ça? Mais je lui ai dit, écoutez, monsieur, on va le mettre, mettez-les sur la table, sur une grande table, là, puis mettez tous les bikinis, puis on verra si je vous les donne la condition. Si ça marche pas, bien, je les reprendrai, d'accord. Eh bien, on a mis une centaine de bikinis sur une table, dans le rayon corsetterie ou lingerie. Et le lendemain, il m'a téléphoné en me disant, Roger, en as-tu d'autres de ces bikinis? Et je lui dis, non, j'en ai plus. On a tout vendu, il me dit. Alors, c'était la folie furieuse. Il a fallu que j'en fasse venir immédiatement de France. Et après, j'ai vendu les mêmes articles chez Eaton, Morgan, etc. Ce qui m'a permis de fonder ma société d'importation dans les vêtements féminins. Voilà. En vitesse. Hein. Oui, ça, c'est les grandes lignes. Ouais. Mais bon, c'est une belle anecdote. Ouais. Les bikinis, ça reste toujours gravé dans ma mémoire. Et dis-moi... Non seulement pour le bikini, mais pour les dames qui le portent. Dis-moi, Roro, en parlant de mémoire, explique-nous comment garder une bonne mémoire. Si tu pouvais nous donner des conseils. Oui, bien, des conseils. Non, je ne suis pas un conseiller en ce domaine. Mais tout ce que je peux dire, c'est que la mémoire, ça se travaille, n'est-ce pas? Alors, il faut lire beaucoup, bien entendu, et essayer de retenir les choses que vous lisez. Et moi, je lisais à un certain moment au moins un livre par semaine, voyez-vous, en mettant 2 livres par mois ou 2 ou 3 livres tous les mois. Voilà. Et là-dessus, je gardais
sur des écrits, des passages qui me plaisaient, et après j'écrivais en fonction de ces souvenirs-là d'écriture. Alors, comme j'ai déjà dit, on n'écrit pas si on n'a pas lu. Il faut lire. L'écriture vient de la lecture. Alors, mon grand-père a une assez bonne alimentation, moi je trouve. Il est autonome. Il lit, c'est une grande passion pour lui, la lecture. Il écrit aussi, il a écrit des textes, des documentaires, des livres, plus sur ta vie, sur les lits et tout ça. Et t'as une passion aussi. C'est important, les passions. Et puis, je pense que en ce moment, t'as une passion pour le sport, mais t'as une passion pour le Scrabble. Ah, bien évidemment. Ça, je suis le doyen du jeu de Scrabble du monde. Je suis le doyen du monde. C'est le plus vieux. Oui. C'est ça. On a côtoyé, la Fédération québécoise de Scrabble à côtoyer, si on peut dire côtoyer, c'est-à-dire à demander aux autres fédérations françaises et africaines s'ils avaient des joueurs de 104 ans dans leur club. Eh bien, tout le monde a répondu non, ils ont des joueurs de 104 ans, mais ils ne sont pas en mesure de participer encore à de certains tournois. Et alors que moi, j'arrive encore à faire des parties homologuées, comme on dit ici, et à mon âge. Alors, je suis le doyen du jeu de Scrabble mondial. C'est quand même étonnant. Ben hein? Là, il faut le faire. Alors, tu joues au Scrabble toutes les semaines? Eh bien, oui, le Scrabble, ça vous permet d'apprendre des mots et de retenir des mots surtout. Il faut les retenir. C'est bien beau d'apprendre des mots, mais il faut les retenir pour les placer si vous jouez au Scrabble. Alors, c'est énorme. Les bons joueurs de Scrabble connaissent le dictionnaire par cœur. C'est fou, quoi. Pas moi, hein. Les bons joueurs, les premiers de classe. Tu t'en tires toujours bien? Tu joues bien? Moi, je joue une moyenne de 75 à 80% sur le jeu total, mais les bons joueurs jouent 100%. Voilà. Ah oui, mais bon. Mais ils ont 20 ans, 25 ans, voilà. Ils s'en demandent, ils ne mettent pas trop de pression, là, c'est pour s'amuser. Ils sont extraordinaires, Ouais. Et puis... Il y a deux Québécois, entre parenthèses, qui sont champions du monde de Scrabble, hein, qui ont été champions du monde de Scrabble. Ah. Ouais. Toi, tu t'es toujours amusé à retenir des poèmes. Oui. Surtout les poèmes. J'aime beaucoup ça, bien sûr. C'est très important pour la mémoire de retenir les poèmes et de pouvoir les dire aussi des fois. Voilà. Lequel vouliez-vous savoir, madame? On va terminer avec ça. Oui. J'ai une demande spéciale. Oui. Mais je veux te dire, Roro, que je suis tellement contente qu'à 104 ans, mais on fait encore on fait des entrevues ensemble, on rigole. Et on peut parler d'amour aussi. Ah oui, il veut tout savoir! Vous avez oublié ça, chère madame. Il veut tout savoir, les détails de ma vie amoureuse, là. L'amour, ça t'intéresse. Voilà. Alors, j'ai écrit un petit texte, voyons où il est. Ah oui, tiens, le voilà. Pour le mariage de mon petit-fils, il y a une semaine à peu près, n'est-ce pas? Ben oui, la semaine passée. La semaine passée. Mon cousin. Alors, voilà ce que j'ai écrit pour bonjour à toutes et à tous. Mes chers petits-enfants, Bianca et Cédric, quand on tombe amoureux, on se relève attaché. L'amour ne frappe pas par hasard. Ce merveilleux moment ne touche que ceux qui, comme vous, sont disposés à demeurer ensemble, à s'aimer très longtemps, énormément, même pour toute la vie. Voilà ce dont je voulais vous faire part aujourd'hui. Ça sonne, le téléphone. C'est pas grave. En cette ineffable et mémorable journée du 10 mai 2025. Votre grand-père, Roro. Voilà. Allô? Est-ce que c'est possible de rappeler dans une dizaine de minutes?
Merci beaucoup. Au revoir. C'est qui? Je sais pas. Hein? C'était une dame. Ah! Quel honneur! Elle va rappeler dans 10 minutes. Ok, d'accord. Bref. Alors, est-ce que vous avez eu la fin du texte? Oui. Hein? Eux, ils l'ont eu. Moi, je pourrais je le connais ou tu pourras me le relire. Mais je suis heureuse, Roro, de pouvoir profiter, d'avoir une belle... On ne devait pas terminer par un petit truc de Cyrano. Mais laisse-moi parler. Oui. Ah, je voulais dire quelque chose de beau. Que je suis heureuse de pouvoir profiter. Tu sais, la santé fait en sorte que moi, je peux profiter longtemps de rigoler avec toi. Tu as les jeunes. C'est considérable, ça, d'avoir des jeunes. Tu as des gènes oui, j'ai une bonne génétique. Voilà. Ça, c'est sûr. Ça aide beaucoup. Oui, ça aide. Puis, mais c'est pas tout le monde, je sais, qui peuvent avoir une belle relation comme ça avec leur grand-père aussi longtemps. Bref, je suis très contente. Une relation avec une personne âgée, c'est très bien, à condition que cette personne âgée soit encore capable de pouvoir s'exprimer. Mais les vieillards, en principe, ils sont pas capables. Bon, ça va. Mais on va parler de toi. Moi, quand je viens chez mon grand-père, on parle, on rigole, il me donne des conseils, des bons conseils en plus. Et puis des fois, il est 1h du matin, on est encore en train de parler. Et puis le matin, on parle et on n'arrête jamais. C'est bon. Je trouve que j'ai beaucoup de chance. Mais oui, mais c'est parce qu'elle disparaît, elle s'en va au Mexique et on la voit plus de 6 mois. Alors c'est très ennuyeux. On se parle au téléphone, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pour ça que quand je suis là, on en profite. Elle est adorable. Tu veux terminer? Oui, j'aimerais bien... je vais te le dire, moi. J'aimerais bien que tu nous récites. L'autre jour, tu nous as récité, je t'avais filmé, tu nous as récité la fin du duel de Cyrano. Oui. Est-ce que tu pourrais nous le citer un peu plus longuement? Oui, bien sûr. Regarde la caméra, voilà. Bien sûr. Alors, voilà le duel. Cyrano arrive, il dit: je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre, et je tire mon espadon. Genou blanc. C'est parce que et je tire mon espadon. C'est ton public là, qui te gêne. Oui, non, du grand manteau qui me calfeutre, et je tire mon espadon. Élégant, c'est là la terminaison que j'ai faite la dernière fois. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Hey! Oui, mais tu le couperas, ça, hein? Mais on peut pas le couper en étant... Mais là où j'ai arrêté, là... C'est du direct. Ah, c'est horrible. C'est pas grave, là. Ah, c'est affreux. Mais non, il a pas de problème. Bon, alors voilà, tout le monde. Voilà, c'est ça le direct. C'est ça le direct. Oui. Quand c'est vrai. Mais là, c'est embêtant, ça, hein? Tout le monde s'en fout. Ah oui? Vous en foutez-vous? Je suis sûre que oui, tout le monde s'en fout. C'est intéressant. Bon, merci. Voilà. Merci encore une fois. Parce que, je pense que c'est intéressant aussi d'entendre les paroles, même qu'il y aurait tellement de choses à dire d'une personne qui a vécu tout le siècle, et même plus. Là, même s'il ne se rappelle plus des choses. Mais tu te rappelles quand même de pas mal de trucs, moi, je trouve. Voilà. Donc... tu m'as pris au dépourvu, là. C'est pour la raison... J'aurais pu... comment dire, le faire venir en mémoire avant et le répéter après. Ah, mais on s'en fout! Mais là, c'est le direct. Oui, c'est le direct. Et puis c'est la vérité, des fois on oublie des trucs. Puis alors, espérons que ça vous a plu quand même. Oui, c'est sûr, avec toute ton histoire et puis ta belle énergie.
Voilà. Ok. Si c'est pas une personne charismatique, ce grand-père-là, hey. Alors, ça me fait un grand plaisir. Et puis, on se revoit dans 2 ans ou l'année prochaine pour savoir les nouveautés de... Et pourquoi pas? Ben oui, c'est ça, là. Comme disait l'autre, et pourquoi passe? Et pourquoi pas? Bon, OK. On se Je revoit vous embrasse tous. la semaine prochaine.